Avant de commencer, donc, nous avons deux procurations de M. Thomas Oyarsoun qui a donné procuration à Anita Alagara et Mme Lac Laetitia qui a donné procuration à moi-même. Avant de commencer la séance, je voudrais souligner un événement historique qui s'est déroulé la semaine dernière à la Chambre des députés, puisque une loi a été votée sur les langues régionales, en faveur des langues régionales, ce qui va provoquer une belle avancée dans l'enseignement et la pratique forcément de ces langues. Cette loi a été portée par un député breton et elle a été effectivement soutenue par nos élus locaux, c'est-à-dire que je remercie au passage, qui est M. Magrisson et Mme Espagnac en tant que sénateur, et M. Bru et Florence Lasserre en tant que député. Voilà, c'est une belle avancée qui permettra une immersion beaucoup plus prégnante, beaucoup plus importante de notre langue, puisque c'est nous le basque qui nous intéresse. Et je trouve que c'est un pas énorme qui a été franchi, puisque les premiers Ikastola, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, ont vu le jour dans les années 60. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, c'est un grand pas qui s'est produit et je m'en réjouis. Et je pense que c'est pour vous la même chose. Bien. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. En premier lieu, il y a l'approbation du conseil municipal du 7 janvier. Voilà, il ne me semble-t-il pas eu de remarques particulières. Donc, sauf si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va considérer que ce procès-verbal est adopté. Donc, nous allons voter le budget aujourd'hui, entre autres. Et il doit être établi, comme chaque année, un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros et en brut, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en son sein et au sein de tout syndicat mixte ou au sein de toute société d'économie mixte ou société publique locale ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué aux élus, dont avant l'examen du budget, et le conseil municipal, dont oui l'exposé du maire, et après avoir pris connaissance du document établi, prend acte de l'état récapitulatif annuel des indemnités des élus pour l'année 2020, à compter donc du début du mandat du 16 juillet 2020. Donc, il s'agit donc pour le maire d'indemnités de fonction de 10 481,95 € en montant brut. Pour les adjoints, 4 154,26 € et pour les conseillers municipaux délégués, 1 283,48 €. Bien, ceci avait été voté à l'époque et nous allons passer donc au budget primitif 2021, le budget principal de la commune. Et c'est Marie-Pierre qui va nous en parler. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Juste concernant l'état récapitulatif annuel des indemnités des élus, on ne l'évoque pas du tout ou on passe. Concernant donc, je voulais savoir ce qui se passait avec M. Maxime Blou. Je note qu'il n'y a pas de procuration ce jour. On ne le voit plus depuis 6 mois. Il ne vient plus au conseil municipal, encore moins visible en commission. Moi, je l'ai vu un quart d'heure en commission d'urbanisme depuis le début de son mandat. Commission de travaux invisibles, commission de développement durable non plus. Bon, le seul souci, c'est qu'il perçoit une indemnité en tant que délégué à la mobilité énergétique. On ne l'a pas vu non plus présenter le PDU. Bon, je pense juste qu'il faudrait régulariser rapidement la situation. Voilà. Oui, juste pour vous dire qu'il est toujours présent, il est toujours dans notre équipe. Simplement, il a eu professionnellement des changements de direction, ce qui fait qu'il a été ces derniers temps relativement occupé, mais il travaille déjà en visio par internet avec nous, et puis vous allez très rapidement le revoir. Il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Bien, donc nous allons passer au... Pardon. Il y a quand même, on va le revoir peut-être, mais il y a quand même l'indemnité, quoi. Et nous, on travaille aussi dans les commissions, on a pris en tête une commission, on avait proposé de faire au plus investi, qui est des indemnités pour l'opposition, vous avez refusé. Bon, il faudrait peut-être qu'il rende les souhaits du contribuable. Ben, nous allons passer au vote du budget primitif, budget principal de la commune. Le débat des orientations budgétaires pour l'année 2021 a eu lieu lors de la séance du conseil municipal en date du 10 mars 2021, soit dans les 2 mois réglementaires avant la date du vote du budget primitif 2021. Donc, dans les grandes masses, donc, le budget primitif 2021 s'équilibre de la manière suivante. Section de fonctionnement 3 924 815 78. Section d'investissement 2 917 947 46. Donc je vais un petit peu rentrer dans les détails de ces sommes-là. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, donc nous avons un budget qui s'élève à 3 924 815 78. Mais en dépenses réelles, nous avons un budget global de 3 030 756,84. Alors, quelle est la différence entre le budget et les dépenses réelles? C'est-à-dire que l'on soustrait aux dépenses globales la dotation aux amortissements et le résultat, enfin le virement à la section d'investissement. C'est-à-dire le différentiel entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement donne donc un résultat que l'on vire à la section d'investissement. Donc au niveau des dépenses en particulier, il y avait un sujet qui était assez sensible au niveau du budget de dépenses, c'était au niveau des charges du personnel, puisque donc vous verrez aussi dans les délibérations suivantes, que donc ce budget va voir la création de 3 postes. Et donc la variation au niveau du poste de charge personnelle n'est en réalité que de 3,40% entre le BP 2020 et le BP 2021, qui s'explique par des départs en retraite, par des gens qui sont en longue maladie, en invalidité. Et effectivement, voilà. Donc nous arrivons à une dépense de plus 3,40% au niveau des charges du personnel. Après, comment a été construit ce budget 2021? Parce qu'il est quand même un peu particulier après une année 2020 qui a vu un fonctionnement un petit peu perturbé par la crise sanitaire, donc avec des recettes en moins, mais des dépenses en moins, et des charges fixes qui restaient quand même les mêmes. Donc on est parti du compte administratif 2019, du compte administratif 2020, pour élaborer le BP 2021. Donc effectivement, si on compare BP à BP, le BP 2020, je vous rappelle qu'il avait été voté au mois de juillet, donc en cours d'exercice, sachant que cet exercice avait été particulièrement perturbé par la crise sanitaire. Donc en termes de dépenses réelles, entre le BP 2020 et le BP 2021, nous enregistrons une augmentation que de 1,82%. Au niveau des recettes, donc nous, pour un montant global de 3 924 815 78, il y a 2 postes particuliers qui bougent quand même relativement, de variation importante. Donc c'est le compte impôts et taxes qui augmente, qui est budgétisé avec une augmentation de 9%. On va y revenir aussi dans les délibérations suivantes. Et ensuite, tout ce qui est dotation, subvention et participation, qui là, effectivement, avec les nouvelles lois de finances, si vous voulez, on constate une baisse de 22%
au niveau de ce chapitre 74. Donc on arrive à un équilibre et à dégager un excédent de fonctionnement de 700 000 euros qui va être reporté donc à la section d'investissement. Donc au niveau de la section d'investissement, donc il est budgétisé en montant global de 2 917 945,46 et donc pour des recettes en équilibre de 2 917 945,46. Alors ce budget d'investissement donc retrace le programme d'investissement qui vous avait été présenté lors du débat d'orientation budgétaire. Et il est essentiellement composé de deux grands, disons, blocs d'investissement. Un premier bloc qui concerne l'achat du terrain pour la future école publique pour un montant de 1 280 000. Et pour le programme 2021, donc, s'élève à 1 008 226 avec un reste à réaliser. Donc, ce sont des opérations qui étaient programmés en 2020 et qui n'ont pas été réalisés, donc ils vont être reportés en 2021 pour un montant de 40 500 euros. Donc le programme 2021, c'est ce qui vous avait été détaillé. Donc il y a en gros investissement, il y a un programme donc d'entretien de la voirie à hauteur de 245 000 euros. Ensuite, les aménagements qui concernent la route de Cibourg, donc la première partie donc, qui va jusqu'à Kiroleta, puis la phase 1 et 2 du programme qui va jusqu'au carrefour d'Orléans, pour un montant de 250 000 euros. Et ensuite, il y a donc des travaux en régie qui sont assez importants cette année, à hauteur de 90 000 euros et qui concernent notamment le réaménagement des locaux de la mairie. En gros investissement, il y a effectivement des aménagements pistes et plantations à hauteur de 44 000 euros. L'installation d'une bâche incendie et de poteaux incendie à hauteur de 65 000 euros. La mise aux normes des aires de jeu à hauteur de 50 000 euros. Et la réfection de la passerelle Loya à hauteur de 40 000 euros. Et ensuite, donc, il y a des matériels numériques pour les écoles à hauteur de 10 000 euros. Après, il y a des petites... il y a un peu de signalétique, 5 600 euros. Des travaux complexes Kiroleta, 16 445 euros. De l'éclairage public à hauteur de 23 632 euros. Voilà, un peu de mobilier urbain, des travaux dans les bâtiments communaux, dans les écoles. Voilà. Donc voilà le programme d'investissement qui vous avait été présenté là, qui vous est présenté bien détaillé au niveau chiffrage. Et donc pour arriver donc à un montant de dépenses de 2 917 945,46. Et en recette, donc, il y a majoritairement des produits, des services du domaine, des produits de cession, des subventions et un emprunt qui est prévu à hauteur de 1 119 267. Donc cet emprunt va couvrir, pas complètement, mais bon, pour une bonne partie, l'achat du terrain de la future école. Donc si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails dans ces budgets de dépenses, bon, ça a été vu en commission des finances, mais si vous avez des questions, avant de passer au vote. Oui, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois, on a débattu sur le DOP, donc on a donné nos arguments. Nous, on ne se retrouve pas du tout au niveau de la politique générale. On ne va pas revenir dessus, mais principalement sur la transition écologique, le CHARA, et puis peut-être aussi le manque d'animation pour les jeunes, et puis même aussi au niveau des critères sociaux de certaines aides qui sont allouées. Donc on va voter contre. Et puis l'autre inquiétude aussi, mais qui va sûrement être développée par mes collègues de l'opposition, c'est qu'on arrive déjà, dès cette année, juste avec l'acquisition du terrain,
un seuil d'endettement de 6 ans qui est la limite maximale de la zone verte telle que définie par l'association des maires des Pyrénées-Atlantiques. Et donc on a une grosse inquiétude, si vous voulez, sur le niveau d'endettement à la fin du mandat, avec le projet global de l'école qu'on nous annonce à 6 millions, et également des éventuels aléas et autres investissements qu'il faudrait faire. Par exemple, le long du ruisseau, le long du Castelat, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une berge qui s'effondre. Donc là, voilà, est-ce que par exemple vous envisagez des travaux de réfection de ces berges au cours du mandat? Ça pourrait être plusieurs centaines de milliers d'euros. Ou est-ce que vous faites rien? Voilà. Et en fait, est-ce qu'on a une vision à la fin du mandat du niveau d'endettement? Mais peut-être que mes collègues vont développer. Alors je vais vous répondre. Donc au niveau des prospectives financières, nous avons fait appel à plusieurs cabinets afin de faire une étude, donc un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, et de faire une analyse financière et des prospectives financières pour effectivement savoir quelles sont les perspectives par rapport au projet politique de notre équipe et par rapport à la construction donc, de la nouvelle école publique. Voilà. Donc les résultats de ces études, on n'a pas encore choisi le cabinet, on est en cours de consultation, mais effectivement va nous permettre d'établir, parce qu'il va y avoir forcément plusieurs variables au niveau de ce programme d'investissement, va nous permettre d'établir justement quel est le seuil à ne pas dépasser pour ne pas mettre la commune en rouge. Alors, 6 ans pour une commune, on n'est pas au seuil de surendettement, c'est 13 ou 14 ans qui est la zone rouge qu'il ne faut absolument pas atteindre. Voilà. J'ai suivi la formule sur mon budget, donc on nous a dit de ne pas dépasser, si possible, 6 ans, voire 8 ans. Et au-delà de 10 ans, déjà, on peut avoir des problèmes après de solvabilité. Dès 10 ans d'endettement, mais voilà, mes collègues vont développer. Alors, il n'y a pas que les dépenses à voir au niveau de budget, il y a aussi les recettes à voir. Et donc, les recettes aussi vont évoluer. On va tendre vers plus de ressources, une maîtrise des dépenses, disons, ordinaires, des dépenses de fonctionnement, et effectivement, une amélioration des ressources de la commune, pour pouvoir justement arriver à équilibrer ou à assurer cet investissement. Bonsoir tout le monde. Moi j'aurais une question sur le fonctionnement ou deux et une pareille sur les emprunts. Côté fonctionnement, comme on en a dit, vous avez parlé d'embauche qui a une augmentation de 3%. Oui. Et vous comparez l'année 2020 à 2021, on est d'accord? Oui, on est oui. Les embauches arrivent, on va dire, entre mai et septembre. Donc je veux dire, les 3%, c'est pas représentatif par rapport à une année. Il faut prendre une année complète. Le coût serait de combien sur une année complète? C'est là qu'on compare, parce qu'aujourd'hui, les embauches, ils arriveront entre mai, juin, juillet, peut-être septembre, j'en sais rien. Sur une année civile, il ne va rester que 3-4 mois. Donc au final, 3-4 mois, avoir plus que 3%, pour moi, ça ne me représente pas quelque chose. Mais bon. Lié par rapport à ça un petit peu, et vous avez apporté un peu de réponse, mais le plan pluriannuel aurait, encore une fois, je pense, on ne met pas la charge avant les bœufs, mais c'est un peu le cas, je trouve. Dans le sens où justement pour appuyer ces embauches, un plan pluriannuel l'aurait démontré. Aujourd'hui on parle d'embauche, une embauche c'est quand même de sacrées responsabilités sur du très long terme, on va dire, parce que ça a des problèmes, ça peut amener des problèmes RH, vous savez ce que c'est. Et aujourd'hui, parler d'embauche dans une année 2021 qui est une année un peu floue de transition, je pense qu'on aurait pu attendre. On aurait pu attendre les quelques mois parce que l'année va vite découler. Sauf peut-être un remplacement si nécessaire d'une personne qui est en arrêt. Mais au-delà de ça, je pense qu'on aurait pu, attendre. Ça aurait été
Alors, au niveau des 2 postes de service technique, ce ne sont qu'en fait une remise à niveau, puisqu'il y a des gens qui sont en arrêt longue maladie, d'autres qui sont en cours d'invalidité. Donc, voilà. Donc là, il y a vraiment un besoin qui existe depuis plusieurs années. Hein. Donc, et quant au poste de création d'un policier municipal, ben, c'est compte tenu de l'évolution, et ça, mon collègue vous en parlera plus précisément tout à l'heure. Et les arguments, on les a. On n'a qu'à voir. Bon, voilà, on est sans policier municipal, donc. Oui, là, c'est ce que je dis. Hein, d'accord. Parce qu'on est à 0, certes, mais après, voilà. Oui, mais si effectivement cette décision a été prise, c'est parce qu'effectivement, il y a eu des recettes en plus, des dépenses en moins, et que vous voyez qu'on dégage quand même 700 000 euros Alors, de différentiel entre les recettes et les dépenses. Alors, d'accord. Je peux appuyer, en tout cas pour notre commune, hein, l'épargne brute, oui, elle s'est améliorée, mais une très grande partie, c'est dû à des économies induites à la crise sanitaire, en grande partie. Je dirais par rapport à d'autres communes, nous, on n'est pas impacté au niveau des recettes. Nos recettes sont principalement les impôts. C'est pas comme, je dirais, l'exemple de Biarritz, vous allez dire que c'est une grande ville, mais qui a le casino, qui a le parc-net, qui a tout ça. Eux, je peux entendre qu'ils ont des gros problèmes de recettes. Nous, une ville comme Asquer, on n'en a pas. Donc c'est vraiment, malheureusement, on va dire, c'est cette crise sanitaire qui nous apporte des économies qui sont induites liées à ça. Pour moi. Pas sur 2021, sur 2020. 2020, fortement. 2021, on a déjà fait 5-6 mois. Bon, on a un petit couvre-feu, mais c'est ça qui a induit. Oui, mais en termes de fonctionnement, on n'a pas tellement de choses en moins en termes de dépenses liées à ce semi-confinement. Hein. Il y a des budgets qui ont diminué. Il y a des budgets globalement qui ont un peu diminué ces 6 premiers mois. Donc c'est un peu ça qui, pour moi, il y en a peut-être, entre guillemets, attention, je dis, cette chance, ou je dirais, cette crise sanitaire nous fait pour notre commune certaines économies qui sont réduites. Pas sur 2021. Sur 2020, je suis d'accord. Pas sur 2021. Je suis d'accord. Les économies légères qu'on peut faire, on les capitalise, on les utilise pour faire, je dirais, pour moi, trop rapidement, à mon sens, parce que voilà, on n'a pas de visu, on n'a pas alors, je reviens toujours à ce plan pluriannuel, mais on n'a pas de visibilité sur du long terme qui nous permet de dire que ces embâches sont nécessaires. Peut-être que vous avez raison, je ne remets pas en cause, mais on ne le sent pas ou on ne le voit pas. Comme, et j'aurais fini pour la partie fonctionnement, c'est les impôts. On va en parler plus tard, mais aujourd'hui, voilà, on a une augmentation d'impôts. Pourquoi là ? Bon, en gros, c'est 5%, on en reparlera un petit peu après. Dans quelle optique ? Quelle est la stratégie ? Est-ce que, je dirais, tous les ans, on va vers une augmentation de 5% parce que vous souhaitez, je dirais, améliorer l'épargne brute de temps, ce qui fait qu'il y a une stratégie, ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Ou est-ce que c'est beaucoup de monde augmente les impôts, on augmente les impôts ? Enfin, c'est juste ça, moi, qui me dérange. Mais, je ne sais pas si vous savez, mais nous avons eu les informations fiscales fin mars. Donc on a su à quelle sauce on allait être mangé fin mars. Donc faire des prospectives à plusieurs années en ayant les infos de façon... enfin, bon, ça fait pas longtemps qu'on le sait. Comment on va s'organiser maintenant le calcul des recettes fiscales. Donc on va prendre le temps cette année justement par cette démarche d'analyse financière, de faire des prospectives et d'avoir une politique fiscale en regard. Mais il n'y a pas que la politique fiscale, il y a aussi, je suis désolée, mais j'en reviens toujours à cette idée de station touristique, il y a aussi d'autres types de ressources qui vont nous permettre effectivement, alors voilà, mais la création d'un poste, c'est aussi par rapport aux besoins actuels de la commune, que nous estimons, nous avons analysé ces besoins. Voilà. Mais peut-être, mais c'est comme on l'a dit, et comme vous l'avez dit, c'était une année 2021 un peu floue, et c'est vrai qu'elle est floue encore. Il ne faut pas se leurrer, je pense septembre, octobre, donc du coup il resterait beaucoup de mois, et on aurait pu le laisser venir et peut-être voir un budget fin 2021 comme l'on souhaitait. Mais comme les impôts, je dirais, on augmente les impôts, la crise elle est devant nous, elle n'est pas passée, elle va arriver, les problèmes, je pense. Oui, mais pour l'instant on n'a pas d'éléments. Je pense que 2021, est-ce que c'était approprié de les augmenter ? Clairement, l'aglo augmente les impôts, mais ils l'augmentent et ils le disent, c'est pour améliorer leurs recettes en vue de tel et tel projet. On n'adhère pas, mais au moins c'est clair. Et nous, on a un projet qui est clair, hein, aussi. Je crois. Il est là.
clair, je sais pas, mais il est là. Mais justement... Pour c'est nous, il est ça que- clair, la volonté politique, elle y est. Oui, non, mais... Et voilà, bon. Et le truc bien, c'est que voilà, dans les années... Est-ce que l'année prochaine, on peut s'attendre encore à une augmentation? Ben, tant qu'on n'a pas fait ce plan pluriannuel, moi je ne peux pas vous répondre ce soir, on est bien d'accord. Voilà. On sait cette année qu'on perd 22% sur les dotations, etc. Donc on sait que la DGF, elle baisse tous les ans. On sait qu'on a besoin de compenser. On sait qu'on est une commune où il y a un revenu fiscal moyen qui est très important. Et on sait, voilà. Donc on sait que les seuls leviers qu'on ait, c'est la fiscalité locale. On est d'accord. Et toutes les communes sont dans la même configuration que nous. Voilà. Mais tout le monde n'augmente pas. Après, c'est un choix. Ah ben tout dépend de la configuration financière des communes. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus. C'est un Oui, choix et les la crise ressources. sanitaire plus ou moins impactée. Mais Voilà. c'est un Nous, choix. on n'a pas de ressources. Oui. Voilà. Et puis ça fait depuis 2017 qu'on n'avait pas, il n'y avait pas eu d'augmentation. Voilà. Ouais. Et côté investissement, pour la partie emprunt, donc on a vu qu'on empruntait pour le terrain Oui. 1,119 million. Sauf erreur, et comme je l'ai déjà dit en commission, on n'a pas prévu d'études pour 2022, pour tout ce parti. On emprunte le terrain, mais on ne fait rien d'autre. Il n'a pas l'air d'être budgétisé pour 2021. Du coup, est-ce que la livraison de l'école est toujours prévue pour septembre 2023 ? Alors, comme a dit Marie-Pierre, on va adapter notre programme pour l'école en fonction des ressources de la commune, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre dans le rouge. Dans la première étape, c'est l'acquisition des terrains, donc il va se faire incessamment sous peu. Ensuite, on va continuer à travailler sur le projet en lui-même, par le biais des copiles, par le biais des réunions, etc. Et voilà, après, de toute autre manière, cette étude-là, ça va prendre une année. On verra ensuite en 2022. Je pense que je m'étais peut-être un peu avancé en disant que l'école serait prête pour la rentrée 2023. Je reconnais que j'aurais peut-être pas dû avancer cette échéance-là, qui est un peu rapide. Mais ça traduit un peu notre volonté de faire cette école. Et c'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, on commence à être un peu pressé, mais ceci dit, être pressé, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi au niveau budgétaire, essentiellement. Donc le projet de l'école, il est toujours évidemment présent, c'est notre priorité, c'est la priorité de notre mandat. Voilà. Après, c'est vrai que je ne donne plus d'échéance de rentrée 2023, je l'aurais souhaité, ça paraît un peu difficile, à la fois même techniquement, hein, parce que bon, il faut malgré tout à peu près 12 ou 18 mois de travaux. Après, il y a toutes les études préparatoires avant qui durent à peu près 1 an. Donc voilà, c'était un petit peu optimiste peut-être cette rentrée 2023. Mais voilà, ça n'empêche pas que ce projet est toujours présent et qu'on s'y attache et on y travaille. Et une fois de plus, on ne mettra pas les finances de la commune en jeu. Là, j'ai entendu un prix de 6 millions. Non, j'espère bien qu'on aura une école à moins de 6 millions. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc on va revoir tous les prix, on va revoir le cahier des charges, etc. Voilà, mais on fera les choses de manière raisonnable. Voilà. Mais par contre, ce projet est toujours absolument présent. Non, par rapport à l'ensemble de ces éléments, et on s'abstiendra. D'accord. Bon, écoutez, on va pas. Donc je vous propose d'adopter le budget primitif. Justu gune egin nuke aurrekontuei begirako gogoeta bat ere eman, errangabe doa aurrekontu horiek direla politika baten izpilu, eta ala baldin badire behar dute erakutsi gibeleko sukaldeko lan bat. Eta guri duriko, gure lan egiteko maneran, ikusi genezake, guri duriko, janeko dobean aipatu ginoen, aurrekontu horiek ez dutela islatzen gure politikaren beharra edo nahi beti. Eta zentzu emaiteko aurrekontu aukeri, gu ikusi genezake zentzu honezkoa komisio extramunicipalak sortzea, peden bi, gure gaia gogoko dituen bi gaien inguruan, ala nola euskara,
eta hortako komisio extramunicipalak ekartzen duena da demokrazia parte hartzailearen zentzu osoa, eta guk hortan sinesten dugu, eta ematen du ere, dire gai batzu transversalak dienak, eta komisio guztiek badute asumitu, gai olako gaiek. Beraz, Euskarazko komisio extramunicipala, eta komisio hortan parte hartuko luke herriko etxeak, Euskal Gintza nahitzen den arloko jendea, izatea laika, itzamintza, kontseilua, eta gero tokiko eskolak, ikastola, eskola publikoa, eta behar da asumitua izan da dino. Hortako baliatz komisionek asumitzeko aukera emaiten du. Eta gauza bera, transizio ekologikoaren inguruan, beharko litaike komisio extramunicipala bat sortu, eta deklinatua gero hirigintza mobilitatea, erakaskuntza, ero eskola, eta ingurumena, lagungo ingurumena. Eta komisioetan emanen dien gogoetak eta aurrekondua gero behar da ikusi budjetan. Hola ematen du, zentzu ematen dio aurrekontuari. Eta demagun ikusten dela lanak badiela 90.000 euroko lanak ikusiak, eta galdetu dugulaik zer zen, erran dugute sartzearen berrantolaketa apera, eta demagun gogoeta bat ere manoa zen, erratak ginuen, emendaketa hori bada, materiala ekologikoa garestiago baita. Da adibide bat, da ematiko adibide bat. Maintenant, en français. Donc, un budget primitif, c'est le reflet d'une politique mise en place par les municipalités, forcément. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le DOB, puisqu'on a débattu dessus, donc vous savez notre position. Par contre, c'est une méthodologie, enfin, c'est surtout une façon de fonctionner. Nous, on verrait bien travailler au niveau des commissions extra-municipales, aussi bien l'Euskara que la transition écologique. Ceci amènerait de la démocratie participative dans laquelle nous on y croit, et ça mènerait aussi des réflexions au niveau des budgets et de la politique à mener au sein de la municipalité. Et par rapport à ces réflexions qu'on aurait, il y aurait des chiffres à mener au budget. Donc ce budget aurait du sens. C'est ce que j'ai voulu dire en commission, mais je n'ai pas pu finir ma phrase, mais on ne m'a pas trop laissé parler, parce qu'on ne comprend pas qu'on puisse avoir des réflexions de politique générale en commission finance. Alors que les chiffres, c'est transversal, ces sujets sont transversales, et forcément les chiffres doivent parler de politique. Et c'est pas commission l'adjoint aux finances qui est isolé, avec l'adjoint en transition écologique qui est isolé, avec la déléguée du BAS qui est isolé. Il faut faire un groupe. Et ce groupe, on ne le retrouve pas avec vous. Ça, c'est flagrant. Mieszka. Bon, ayant déjà répondu en commission des finances, je ne m'étalerai pas. Voilà. Donc, nous allons passer au vote du budget de Zubiondo. Donc, le débat des orientations. Ah, on va voter le budget alors. Ok. Donc, il est donc proposé d'adopter le budget primitif 2021, budget principal de la commune, comme étudié en commission des finances à l'aide de la note de présentation ci-jointe. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Vote du budget annexe primitif 2021, Zubiondo. Le débat des orientations budgétaires pour l'année 2021 a eu lieu lors de la séance du conseil municipal en date du 10 mars 2021, soit d'armée de mois réglementaires avant la date du vote du budget primitif 2021. Le budget primitif 2021 du budget annexe Zubiondo s'équilibre de la manière suivante. Section de fonctionnement 122 631,16 €. Section d'investissement 131 075,24 €. Donc, Zubiondo. Ça y est, Elisa. Donc, je rappelle que le budget annexe donc, de Zubiondo est un budget qui avait été créé à l'occasion de l'acquisition du bâtiment industriel de Zubiondo en 2004 et qui est destiné à retracer toutes les écritures comptables concernant l'acquisition, les travaux,
l'aménagement des locaux ainsi que de leur location à des artisans professionnels. C'est un budget en comptabilité M4 qui est voté en hors taxe. Donc en 2020, le bâtiment était loué à 14 artisans dans des locaux allant d'une surface de 28 mètres carrés à 190 mètres carrés, soit un total de loyer de 33 174,52 €. En 2021, la priorité sera de maintenir le bâtiment en état, de poursuivre les travaux d'aménagement de locaux à l'intérieur du bâtiment, afin de favoriser l'implantation de nouveaux artisans ou artistes dans le but constant de soutenir le tissu économique de la commune. Donc en 2021, il est prévu le réaménagement d'un grand local existant de 190 m² qui va être divisé en 4, ainsi que le commencement des travaux de remplacement et d'isolation de la toiture, tel que présenté dans le dossier de demande de subvention dans le cadre du plan de relance. Donc le budget d'investissement pour cette réfection et pour la création des locaux est à hauteur de 117 175 €. Et donc c'est une première tranche, puisque cette réfection se passera en 3 tranches. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions au niveau de budget primitif Zubiondo ? Donc, il est proposé d'adopter le budget primitif 2021 du budget annexe Zubiondo comme étudié en commission des finances à l'aide de la note de présentation ci-jointe. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, budget adopté. Fixation des taux des 2 impôts locaux pour l'année 2021. La réforme de la fiscalité directe locale a eu pour conséquence qu'à partir de 2021, les communes ne perçoivent plus la taxe d'habitation, mais il y a une compensation par l'État prise sur la part départementale de la taxe foncière bâtie qui redescend aux communes avec une règle de surcompensation ou de sous-compensation afin de garantir le montant de la recette perçue avant la réforme. De cette manière, le nouveau taux de référence de la taxe foncière sur le bâti de la commune d'Asquin a été fixé en 2020 à 24,76, résultant de la somme de l'ancien taux communal 11,29 et du taux de la taxe sur le foncier bâti du département 13,47. L'administration fiscale a communiqué les montants des bases prévisionnelles des 2 impôts locaux communaux pour 2021. Taxe foncière sur le bâti 6 979 000, taxe foncière sur le non bâti 52 900 €. Pour 2021, il est proposé de fixer les taux d'imposition pour les taxes foncières de la manière qui suit. Taxe foncière sur le bâti, 26%, soit un produit attendu de 1 814 540. Taxe foncière sur le non bâti, 22,51%, soit un produit attendu de 11 908 €. Pour information, en 2020, les taux d'imposition moyens étaient pour le foncier bâti au niveau national, 35,09% et 29,44% au niveau départemental. Foncier non bâti, 49,49% au niveau national et 40,77% au niveau départemental. Les bases pour la taxe d'habitation pour les résidences secondaires s'élèveront à 2 501 427 € pour un produit attendu de 456 100 €. Taxe d'habitation plus la majoration à 60% et le montant des allocations compensatrices s'élève à 28 317 pour l'année 2021. Oui. Donc nous, on va voter blanc. Donc on explique pourquoi. On n'est pas forcément contre augmenter les impôts s'il y a plus de services et ça permet de redistribution. Ceci dit, on ne se retrouve pas trop dans ce qui est proposé et les services qui sont proposés. En fait, si c'est pour combler, disons, l'achat du terrain qui coûte le double de ce qui était initialement prévu par des mauvais choix peut-être des municipalités précédentes,
qui n'ont pas été jusqu'au bout d'une négociation avec les propriétaires. Ça ne nous semble pas forcément une bonne cause. Et par ailleurs aussi, ce qui nous inquiète un peu, c'est que par ailleurs, il y a aussi des augmentations des impôts au niveau communautaire, que ce soit les impôts fonciers ou la taxe GEMAPI. Et en plus, effectivement, comme ça a été souligné, c'est pas forcément la meilleure année, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté en post-Covid. Voilà, je vous remercie. Pour notre part, nous, on va voter contre. Alors, au-delà, l'augmentation est de 5% pour cette année. Et comme on l'a dit, on ne sait pas trop pour les années futures. On sait très bien que les augmentations des impôts pour notre commune, c'est pour améliorer les recettes. Si je dirais d'autant que l'école, c'est pas pour immédiatement, ou si ça se décale dans le temps, est-ce qu'il y avait vraiment nécessité de le faire dès maintenant? Ça, c'est une question, mais qui est difficile à répondre, étant donné qu'on n'a pas le plan pluriannuel qui va arriver un jour. Et de plus, comme a dit l'équipe Scanebail, c'est vrai qu'il y a l'aglo qui augmente ses impôts, nous on fait de même, on ne sait pas pourquoi. On trouve vraiment que c'est pas l'année. Voilà. Et la crise économique, clairement, elle arrive plus tôt qu'elle n'est passée. Voilà, donc on sera contre. Bon. Oui, juste, on ne fait pas ça comme ça, on n'avait pas quand même des rigolos. On fait une augmentation d'impôts comme beaucoup de communes font, comme un aglo font. Pourquoi? C'est pas pour combler les déficits, c'est pour effectivement assurer de meilleurs services, de meilleurs investissements, comme des embauches, puisque c'est utile, on va en parler tout à l'heure, etc. C'est pas du tout comme ça ne nous prend pas un matin, ensuite on va augmenter les impôts. Voilà, donc c'est réfléchi, c'est calculé, et voilà. Et puis on n'est pas les seuls, et une fois de plus, ça fait 4 ans que les impôts n'ont pas bougé à Asquin. On peut se permettre de le faire, voilà, parce qu'on a des besoins, des investissements à faire, et donc c'est un service aussi rendu à la population. On ne sera pas d'argent volé ni perdu. Nina nuke gehitu, gai hori aipatzen delaik, bada zerbait trabatzen gaituena da, aipatzen dugu les revenus fiskala, iduriz azkenean bizki altoa diela, ez dut dudan ezartzen, baina kasu eman behar da datu hori hartzen delaik, egan nahi du jende bat, girua baden jendea badela azkenean, baina kasu ez ditutzogun ahantzi, zaitasunan den jendea. Hemen bizitzea tokiko jendendako kostu handia da, baitugu etxeak, eta santza hori badugu, baina etxe horiek mantentzeko kostua da, hilabete sariak kipia ditugu, eta beraz olako emendatzeak, zerren emendatzeak ez gaitu laguntzen. Hori kasu eman dezagun datuak zer datu hartzen dugun. Non, pour juste un détail, il faut pas il y a quelque chose qui nous gêne à Asquin, c'est quand on prend les revenus fiscaux, la moyenne. Certes, elle est très haute à Asquin, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais n'oublions pas les gens qui n'en ont pas. Et en prenant ces références, en argument de cette manière-là, on met en difficulté les locaux qui avons hérité souvent de biens, on en a cette chance d'ailleurs, mais qui nous coûtent beaucoup. Et en plus avec des salaires bas, et si on commence à augmenter les impôts, on va se mettre en difficulté les gens du pays. Donc c'est pas parce qu'il y a des gens fortunés qui viennent ici qu'on doit se baser et faire des augmentations par rapport à ces gens-là. Certes, ils peuvent le payer, mais attention, n'oublions pas les gens qui sont en difficulté. Alors, je tiens à vous rappeler quand même qu'il y a la suppression de la taxe d'habitation, qui n'est pas du tout... Et l'augmentation de la taxe foncière bâtie ne s'adresse qu'aux propriétaires, déjà. D'accord? Et l'augmentation qui est annoncée là ne va absolument pas... ça va être entre 40 ou 65 euros de moyenne par propriétaire. C'est ça. D'accord? Oui. Donc la taxe, ça ne viendra absolument pas combler, si vous voulez, l'exonération, enfin, manger l'exonération de la taxe foncière. Donc, vous savez, de la taxe d'habitation. Alors que nos ressources à nous, eh ben, elles étaient quand même basées sur la taxe d'habitation. Donc, ça serait... Enfin voilà, oui, il faut qu'on continue à fonctionner. N'oublions pas que c'est une taxe foncière sur le bâti, donc on est propriétaire, mais on est propriétaire de rien, surtout le Crédit Agricole qui est propriétaire dans l'Omuré. N'oublions pas ça. Non, mais la taxe d'habitation, elle a été supprimée parce qu'il y a beaucoup d'impôts en France, et elle a été entièrement compensée par l'État.
Et même cette année, on touche 60 000 euros de plus qu'on aurait touché si on avait eu la taxe d'habitation. Parce que c'est les valeurs, c'est la base qui augmente. Hein. C'est la base qui augmente, c'est pas... La taxe d'habitation, Elle n'a jamais été supprimée pour être compensée par la taxe foncière. Hein. Et on n'a perdu aucune recette fiscale du fait de cette suppression. Donc il faut arrêter avec la taxe d'habitation. Et effectivement, je rejoins Borca. Ça pénalise les habitants d'Asquin qui ont des petits revenus mais qui souhaitent garder leurs biens, leur bâti. Et déjà que c'est compliqué de se loger au Pays Basque et d'être propriétaire. Donc là encore, on favorise des hauts revenus qui vont venir acheter au Pays Basque, puisque on ne peut plus acheter et en plus on pourra peut-être plus payer le foncier si les taux continuent d'augmenter comme ça. Donc voilà, c'est pas... Et la taxe d'habitation, franchement, c'est pas un argument. Hein. Ben, on était tout à fait en dessous des taux départementaux. Hein. Donc, mais vu le prix du foncier, encore heureux. c'est pas moi qui veux fixer le prix du foncier, c'est ceux qui vendent. Non, mais vous fixez les taux de la taxe foncière. Donc il faut qu'on vote là aussi. D'accord. Donc, qui est contre? Contre. Qui s'abstient? Donc, la base de la taxe foncière donc, est votée. Merci Marie-Pierre. Donc, délibération suivante, il s'agit de la participation financière 2021 à la crèche Loret-Chouac. Anita? Bimila ogoita bateko Loretsuak haurtzaindegiarendako diru laguntza. Il est proposé d'accorder une participation de 80 000 euros à la crèche Loretsuak pour l'exercice 2021. Une avance par acompte de 26 666,64 euros a été versée pour les mois de janvier à avril 2021. Il reste donc à payer pour 2021 la somme de 53 333,36 euros, qui est la différence. La participation ainsi fixée pour 2021 continuera à être versée en 2022 afin de couvrir les dépenses des premiers mois de l'année par 12e jusqu'à la prise à effet de la délibération 2022. Y a-t-il des questions? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Merci. Participation financière à la crèche OANCEA du Rugne, Uruñako OANCEA, haurtzaindegiarendako diru laguntza. Plusieurs enfants dont les parents habitent à Asquin, cette famille, fréquentent la crèche OANCEA et OANCEA Kiki du Rugne. Depuis le basculement de certaines dépenses du CCAS vers la commune, à la demande de la CAF, qui a signé un contrat enfance-jeunesse avec la commune, il appartient désormais à la commune de prendre en charge ce type de participation, comme pour la crèche Loretsuak d'Asquin. Ainsi, la participation pour l'année 2020 s'élève à 7 756,42 euros, facturation sur 2021. Elle est calculée par rapport à une participation de la commune à hauteur de 2,57 euros de l'heure de garde, 30% du prix plafond fixé par la CAF, soit 3108,06 heures par 2,57, ce qui fait 7 756,42 euros. Il convient de délibérer pour effectuer le paiement de ces participations. Donc, comme précision, c'est que ce n'est pas toujours cette famille, hein, ça change chaque année. Mais ça veut dire que la crèche d'Asquin, qui a 17 places, ne peut pas accueillir tous les enfants en recherche de crèche. Donc là, c'est des familles dont les parents travaillent vers Urugne ou Andaille qui laissent donc leurs enfants à la crèche d'Urugne. Y a-t-il des questions? Qui est contre?
Qui s'abstient? Approuvé. Participation 2021 aux frais de fonctionnement de l'OGEC. Dans le cadre du contrat d'association liant l'école privée Sainte-Marie à l'État, le montant de la subvention de fonctionnement à verser pour l'année scolaire 2020-2021 doit être fixé. En se référant aux dépenses de fonctionnement de l'école publique pour l'année écoulée, c'est-à-dire 788,40 € par élève, il est proposé une actualisation du montant de la participation communale à l'OGEC Sainte-Marie. Le Conseil, oui, s'est exposé. Considérant que l'école privée Sainte-Marie compte dans ses effectifs 118 élèves résidant à Asquin et 9 élèves résidant à l'extérieur inscrits au titre de la fratrie à compter de la rentrée septembre 2020, soit un total de 127 élèves. Fixe le forfait communal pour l'année scolaire 2020-2021 à 100 127,08 €, c'est-à-dire 788,40 que multiplie 127 élèves, répartis comme suit. 38 388,94 € en personnel détaché et 61 738,14 € en participation financière. Décide que la participation financière communale ainsi fixée pour 2020-2021 sera versée mensuellement, soit 5 144,85 € par mois, et continuera à être versée en 2022 sur les mêmes bases jusqu'à la prise à effet de la délibération 2021-2022. Ajoute qu'un acompte de 48 572,80 € ayant déjà été versé pour les mois de septembre 2020 à avril 2021 sur la base du forfait de l'année précédente, qui était de 6 071,60 € par mois, donc multiplié par 8, il reste 13 165,34 € à payer pour solder l'année scolaire de septembre 2020 à août 2021. À partir de septembre 2021, il conviendra de verser 5 144,85 € fois 4, soit 20 579,40 € jusqu'en décembre 2021. Ainsi, la participation financière de la commune sur l'année civile 2021, de janvier à décembre, inscrite au budget 2021, s'élèvera à 58 031,12 €. Précise que les calculs sont effectués à partir des effectifs de chaque rentrée pour l'année scolaire qui suivra. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Donc on passe à la participation 2020-2021 aux frais de fonctionnement de l'ICASTOLA. Alors c'est la même chose, donc je vais sauter les deux premiers paragraphes. Donc le Conseil, considérant que l'ICASTOLA compte dans ses effectifs 71 élèves résidant à Asquin et 6 élèves résidant à l'extérieur inscrits au titre de la fratrie à compter de la rentrée septembre 2020, soit un total de 77 élèves, fixe le forfait communal de l'ICASTOLA d'Asquin pour l'année scolaire 2020-2021 à 60 706,97 € qui correspondent à 788,40 € fois 77 élèves, répartis comme suit. 32 883,20 € en personnel détaché, 9 159,82 € en frais de consommation d'eau et d'électricité, 1 183,95 € frais d'entretien des bâtiments, 363,27 € frais d'assurance et 17 116,73 € en participation financière. Décide que la participation financière communale ainsi fixée pour 2020-2021 sera versée mensuellement, soit 1 426,39 € par mois, et continuera à être versée en 2022 sur la même base jusqu'à la prise à effet de la délibération 2021-2022. Ajoute qu'un acompte de 10 819,28 €
ayant déjà été versés pour les mois de septembre 2020 à avril 2021, sur la base du forfait de l'année précédente, 1352,41 par mois multiplié par 8, il reste 6 297,40 € à payer pour solder l'année scolaire de septembre 2020 à août 2021. À partir de septembre 2021, il conviendra de verser 1426,39 € x 4, soit 5705,56 € jusqu'en décembre 2021. Ainsi, la participation financière de la commune sur l'année civile 2021, de janvier à décembre, inscrite au budget 2021, s'élèvera à 17 412,67 €. Précise que les calculs sont effectués à partir des effectifs de chaque rentrée pour l'année scolaire qui suivra. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Merci Francis. Donc délibération suivante, il s'agit de la modification du tableau des effectifs du personnel communal. L'équipe des services techniques, suite au départ d'un agent en retraite non remplacé et d'un autre agent placé en congé longue maladie, se retrouve en sous-effectif afin de remplir toutes les missions qui lui sont dévolues, notamment aux espaces verts et au service du fauchage des bords de route. De plus, l'apprenti aux espaces verts termine son contrat d'apprentissage fin août 2021. Il est donc proposé de créer 2 postes d'adjoint technique, l'un à compter du 1er mai 2021 pour la conduite notamment du tracteur épareuse et l'autre à compter du 1er septembre 2021 pour les espaces verts. Donc, Monsieur le maire sera chargé de déclaration de vacances d'emploi correspondantes et de la nomination des agents recrutés sur ce poste. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas bien compris au niveau vocabulaire. On est sur des créations ou sur des remplacements? Non. Il y en a un qui est parti à la retraite qui n'a jamais été remplacé, donc il va être remplacé. Et il y en a un qui est en longue maladie, et donc qui va être remplacé aussi par, a priori, l'apprenti, voilà, qui donne toute satisfaction. Voilà, ils sont en sous-effectif, c'est pas une vue de l'esprit. Hein, voilà, non, c'est pas une création, c'est pour remplacement. C'est vraiment utile. Ouais, ils sont, comme il y a des arrêts de travail régulièrement, bon, ce qui est normal, il y a maintenant des gardes d'enfants, etc., avec la crise sanitaire, etc. Ils se retrouvent très très peu pour assurer les services inhérents au service technique de la commune. Donc voilà, ces deux personnes qui vont être engagées vont combler ces manques et ces trous. Excusez-nous, on reformule un peu la question. Il y a donc, on comprend bien, celui qui est parti à la retraite, il ne va pas revenir, il est à la retraite. Par contre, celui qui est en arrêt longue maladie, peut-être qu'un jour il va revenir, ou alors est-ce que ce poste, il est... Voilà, en fait, ça veut dire qu'il y a potentiellement plus un nouveau poste en plus. Celui qui est en arrêt maladie, longue maladie, il est près de la retraite, a priori il ne reprendra pas. D'accord. Pour rebondir un peu, bon, je ne vais pas faire une escalade, tant pis. Pour rebondir, aussi, bon, il y a un détail là qui nous fait un peu ricaner, dans la mesure où on trouve hyper réducteur qu'on poste les pareuses. Bon, c'est pas pour revenir à la transition écologique et au sens qu'on donne aux postes et aux intitulés. Et sur les parages, par exemple, s'il y avait eu une commission attitrée extra-municipale ça, c'est des postes aussi qui sont il faut porter des réflexions dessus. Parce que bon, peut-être qu'il y a tenir les procès, c'est important, surtout dans les endroits accidentogènes, donc ça vous êtes spécialiste, donc ça je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a peut-être des endroits où on peut laisser en friche, on peut laisser les graminées monter parce qu'il y a la biodiversité. Donc le poste, quand on voit les pareuses, on voit un mec qui va cramer du carbone à longueur de journée dans son tracteur, qui va, voilà. Et c'est un peu, voilà, c'est le sens, c'est à l'encontre même d'une transition écologique de mettre cet intitulé-là. C'est pour ça qu'on voit très bien que vos réflexions n'est pas
ces réflexions sont transversales, quoi. Il faut qu'ils soient partagés par tout le monde et ça l'est pas. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est un peu réducteur, mais il ne fera pas que ça. Mais c'est une grosse demande à chaque saison de la population. On reçoit des coups de téléphone toute la journée, etc. Et donc, il fera ça, entre autres. Il ne fera pas que ça, parce que, bon, effectivement, l'hiver, il sera aux espaces verts, il fera faire manger. D'où la transition écologique, il faut faire participer les habitants, quoi. Parce que il n'y aura pas de transition s'il n'est pas partagé par tout le monde. C'est pour ça que c'est pas à nous de faire comme on nous a reproché, faites des projets, on verra après. Non, les projets, c'est entre nous et les citoyens. Parce que ici, c'est pas une bulle, on n'est pas dans un aquarium en train de faire tourner comme des poissons et de débattre. Et il faut faire de l'action derrière. Et cette action-là, c'est dans ces commissions qu'on pourra les mener, et c'est en ayant une politique avant-gardiste et d'avenir et écologique et euskaldun. Décidément, Gorka, tu aimes les commissions. Non, mais Si c'est pour nous écouter, pour nous débattre, il faut laisser parler à la commission. Si c'est constructif et que c'est participatif, oui. Si c'est ce qu'on vit actuellement, non. Non, après les services techniques, bon, Philippe Giraldi pourra le dire, hein, ils savent ce qu'il y a à faire dans le village, l'entretien, tout le reste. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de boulot, quoi. Et là, bon, ils sont en sous-effectif, une fois de plus. Alors, on a parlé de l'épareuse parce que c'est peut-être la chose la plus visible, mais bon, voilà, il sera occupé toute l'année, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Mais on va passer au vote par rapport à cette modification. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Une autre modification du tableau des effectifs du personnel communal, c'est la création d'un poste de gardien brigadier de police municipale, avec le développement de la commune d'Asquin et des missions de sécurité et de tranquillité publique, qui sont de plus en plus demandées par la population. Il est devenu indispensable de compléter le service de la police municipale d'Asquin. Il est donc proposé de créer un poste de gardien brigadier à compter du 1er mai 2021. Monsieur le maire sera chargé de la déclaration de vacances d'emploi correspondante et de la nomination de l'agent recruté sur ce poste. Donc même problématique, là actuellement on n'en a pas, vous le savez, enfin on a un policier municipal mais qui est hors service, qui reprendra peut-être à l'automne, au mieux. Donc nous sommes en manque, si on peut dire, et donc voilà, on propose d'engager ce poste de gardien brigadier c'est pas forcément pour punir ou verbaliser, c'est pour faire la prévention, pour faire de l'information, tout ce que peut faire un policier municipal, c'est important pour la vie du village. Voilà, Thierry, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Non, je veux rajouter simplement que moi je souhaite que la police municipale d'Asquin ait en plus et surtout un rôle préventif, et notamment au niveau de la montagne, puisqu'ils auront des missions d'information et de conseil au niveau de tous les randonneurs au départ, et le parti aussi sur la Rune, puisqu'on a vu ce qui s'est passé il y a très peu de temps, et je pense que beaucoup de randonneurs font du n'importe quoi, et je pense qu'une présence environnementale sera nécessaire, efficace. Pour en avoir parlé avec les autres communes, ils ont trouvé l'idée très bonne, puisque on va parler après de la convention avec Viriatou, je crois. Donc voilà. Oui, alors nous on a regardé sur internet les données à l'échelle nationale sur data.gouv.fr, les données du ministère de l'Intérieur de 2019. Il y a en France environ 35 000 communes en 2019. Et est-ce que vous savez combien de communes ont une police municipale? Alors, 4 555, c'est-à-dire que 87%, si vous voulez, des communes en France n'ont pas de police municipale. Alors comment elles font? En fait, il y a des services en France qui s'appellent la police nationale et la gendarmerie. Et je pense que donc elles existent aussi même en IPARAD. Et quand on nous a dit dans un conseil municipal qu'il fallait absolument un 4x4, des véhicules super puissants pour traquer les délinquants, on pense franchement qu'il y a un mélange des genres et des fonctions qui sont attribuées. Par ailleurs,
Deuxième point, donc pourquoi pas avoir un policier municipal? On en avait un, mais par contre de doubler l'effectif, ça nous semble quelque peu un peu trop, quoi. Alors, je vais répondre gentiment. On me parle de police nationale à moi et de gendarmerie et de Ah ouais? Oui. Vous avez trop la tête dans les ordinateurs, je pense. Il faut faire un peu plus de terrain et être un peu plus présent avant de parler des choses comme ça. D'accord? Prenez soin. Ça, oh ben, on ne se voit pas trop souvent. Alors. Mais c'est pas le propos. C'est pas le propos. Le deuxième propos, c'est que moi, je suis au contact de tous les Askendards qui appellent. Et je réponds au téléphone actuellement parce qu'il n'y a personne qui peut le faire. La demande est évidente aux yeux de tout le monde. Et voilà, il faut un policier municipal, on en a 0, on va en avoir 2. Pourquoi 2? Parce que la vie, ça ne s'arrête pas à 17h le soir, ça continue la nuit. Et puis surtout, et je pense que l'argument est essentiel, ancien patron de police nationale, j'ai souvent et toujours travaillé avec des policiers municipaux qui étaient d'une efficacité redoutable et on maintient l'ordre comme on peut. Et c'est pas parce qu'on habite ici qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et c'est un choix délibéré que je défends, que j'assume. Il y a 0 souci me concernant. Ensuite, voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre que voilà, on va passer au vote et puis on verra bien, quoi. Moi, je voulais aussi vous dire que pas de police municipale, mais pour quelle strate de population? Sachant qu'on est une zone d'attractivité et que vous avez bien vu ce qui se passe quand on est, voilà, zone d'attractivité, voilà. Donc, je peux vous répondre parce que j'ai regardé. Donc en fait, effectivement, la moyenne nationale, c'est environ 42 policiers par 100 000 habitants, ce qui correspond, si on fait le ratio, effectivement à 1,8 en moyenne policiers pour Asquin. Cependant, non mais attendez, j'ai pas fini, cependant, 56% des effectifs de la police municipale sont situés seulement dans des régions qui sont le sud-est et l'Île-de-France. Et on n'appartient pas à ces régions, donc on devrait avoir un taux inférieur. Donc, oui, mais on a une laissez-moi finir, s'il vous plaît. Surpopulation saisonnière, et ça vous le savez parfaitement. Et voilà. Et donc si on est à 1,8, il faut aussi travailler en binôme. Et les missions de la police nationale ne sont pas des missions de la police municipale. C'est un travail de proximité avec les habitants qui est très importante. Voilà. Je vais continuer et puis finir. Pourquoi 2 policiers municipaux? Là, c'est une fois de plus le terrain qui parle. C'est simplement que les pompiers, les gendarmes, ne travaillent jamais seuls. Ils sont à 2 pour des raisons exclusives de sécurité, quel que soit le niveau d'intervention. Jusqu'à preuve du contraire, quand une intervention commence, on ne sait pas quel est le niveau auquel ça peut arriver. Et hélas, l'actualité nous montre que des fois ça part vite en sucette, et plus le temps passe, et plus ça part en sucette. Bien, on va passer au vote si vous voulez bien. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Il s'agit encore de modification du tableau des effectifs du personnel communal. 2 agents de la commune remplissent les conditions personnelles pour pouvoir bénéficier d'un avancement de grade en 2021. Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, il est donc proposé la modification du tableau des effectifs suivantes. Dans le service des écoles, création à partir du 1er juin 2021 d'un poste d'agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles à temps non complet à raison de 31 heures par semaine. C'était l'ancien grade occupé, l'ancien grade occupé était agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles. Et également, il y a un service des écoles et entretien des bâtiments communaux. C'est la création à partir du 1er juin 2021 d'un poste d'adjoint technique principal 2e classe à temps plein. L'ancien grade occupé était adjoint technique. Voilà, ce sont des promotions, c'est pas des promotions, des avancements de grade qui se font, j'allais dire, automatiquement, soit par ancienneté ou en passant un concours. Dans ces 2 cas, c'est par ancienneté. Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté, je vous remercie.
Délibération suivante, il s'agit de la convention de mise à disposition des services de police nationale avec la commune de Biriatou. Convention de mise à disposition de services de police municipale avec la commune de Biriatou. La commune de Biriatou ne dispose pas de services de police municipale. Afin de pouvoir apporter ce service supplémentaire à ses administrés, notamment par rapport à la protection de l'environnement, montagne et au bord de la ville d'Assoa, elle souhaiterait avoir recours ponctuellement à la police municipale d'Asquin. Une convention de mise à disposition des agents de police municipale d'Asquin à la commune de Biriatou pourrait être signée entre les deux communes pour une période de 2 ans. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition des agents de la police municipale de la commune d'Asquin auprès de la commune de Biriatou et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. Il y a des questions? Oui. Concernant, dans le principe, nous sommes pour la mutualisation des services avec une autre commune, et pourquoi pas la police municipale. Donc nous pensons qu'il faut la retravailler, essentiellement pour le taux horaire, et bien sûr avec tout ce que cela comprend. Bon, le personnel, le traitement des agents, l'habillement, mais aussi l'équipement. Bon, il y a une grande liste d'équipements nécessaires à l'activité du policier municipal. À cela, il faut ajouter la voiture, y compris la consommation des carburants. Nous assurons évidemment aussi la couverture des agents en responsabilité civile, risque personnel, et tout ça pour un forfait de 27 € de l'heure. Je vais laisser Didier, notre spécialiste finance, évoquer le sujet. Je passe le détail de la période estivale mentionnée sur le contrat, conditionné par l'affluence des touristes. Bon, il me semble que dans ces conditions, ce contrat est tout bénéfice pour Biriatou, et nous trouvons qu'il n'y a aucun engagement de leur part. Nous aurions préféré une convention avec une commune un peu plus importante, qui a une police municipale établie, comme Saint-Jean-de-Luz, avec 7 titulaires, plus facile pour intégrer une modulation et pour pallier des absences ou des augmentations d'activité momentanées. Bon, alors, à voir si c'est faisable ou pas. Voilà, bon. Pour tous ces griefs-là, ça nous paraît compliqué de la voter. Je te laisse, Didier, développer le taux horaire. Non, juste pour le taux horaire, de comment il est décomposé? Parce qu'il me semble très bas. Salaire brut, plus charge patronale de l'agent qui est actuellement en fonction, et 25% pour le poste environné, donc ce que vous disiez, la tenue et tout ça. Et on arrive à 26,95 €. La voiture, la location du véhicule, frais d'essence, panier. Poste environné, c'est plus 25%. On a compté... Quand le détail, parce que globalement, il doit être quoi, 20 €, 20-21 chargé? Non, il n'arrivait pas tout à fait à 20. Je crois qu'il était à... Oui, enfin, je ne sais plus, 19 et quelques 20. En gros, il me semble qu'en fait, on le fait limite à prix coûtant, quoi. C'est juste ça. Je me dis que là-dessus, on pourrait peut-être l'augmenter un petit peu pour... le pas le faire à prix coûtant, quoi. Le but avec Biriatou, c'était pas de faire du bénéfice, hein, c'était à prix coûtant. Bénéfice ou même en dessous. Enfin, je pense que ce taux, si on le décompose, je pense pas qu'on soit bon, ou juste bon. Voilà, on a pris le salaire brut plus charge patronale plus 25% pour le poste environné. Voilà, donc après, avec le véhicule. Voilà le calcul. Hein. Et nous, on s'est demandé pourquoi, puisque Biriatou n'avait pas d'agent, pourquoi ça ne se faisait pas dans l'autre sens. C'est-à-dire, Biriatou embauche et nous fait une mise à disposition à Asquin. Biriatou n'est pas prêt à embaucher un policier municipal à temps plein. Ils n'en ont pas, je suis présent, ils n'en ont jamais eu. Et donc ils étaient intéressés par le fait que nous, on puisse leur laisser à leur demande notre police municipale quand ils en ont besoin. Et pourquoi Biriatou? Parce que il y a une cible, alors bien c'est sûr qu'il y a quelques kilomètres entre les deux villages, mais il y a une similitude au niveau de la montagne en particulier. Et Solange, la maire de Biriatou, était intéressée par cet aspect-là du police municipal, de travailler sur l'environnement, la montagne, de surveillance, prévention, etc., comme on a dit tout à l'heure. Et donc, c'était plus logique que nous avions déjà un police municipal, on en embauche un deuxième, et qu'on leur laisse, entre guillemets, avec leurs besoins. Alors, cette convention, elle a été faite, j'allais dire, c'est un privilégié, parce que bon, c'était nouveau pour nous aussi,
et pour elle encore plus, pour eux encore plus. Donc on a considéré, elles ne savaient pas exactement quels allaient être ses besoins. Donc c'était difficile de faire une convention, mettons, en partageant les honoraires du policier, de faire un tiers ou moitié-moitié, etc. Parce qu'elle a du mal encore à juger de l'utilité qu'ils en auront. Il lui semble que ce sera très utile, une fois de plus, en particulier sur, Mathé le dit, sur la montagne, et puis sur les incivilités de voitures garées partout, etc. Donc, voilà, ils sont très demandeurs, et on a préféré faire un contrat à l'heure, si on peut dire, parce que là, ce sera souple. Voilà, quand ils auront besoin de 4 heures, 6 heures, 8 heures, etc., mais voilà, ils nous rémunéreront et ça nous fera des recettes. Ceci dit, on ne l'a pas fait effectivement pour gagner de l'argent. En fait, le problème, c'est si une intervention juste sur 1 heure ou 2 heures, en fait, ça ne paye pas les frais de déplacement. Non, enfin bon, je pense qu'il y aura des interventions un peu plus longues. Ça marche, ça? Oui, alors au niveau du nombre d'interventions, d'horaires, ça marche même pas. Là, c'est moi qui vais être obligé de décider, et en fonction de la mission qu'ils demanderont, je validerai ou non, sachant que la priorité reste Asquin, et que s'il y a un souci sur Asquin, ils n'iront pas. S'il y a une journée à faire, ils auront une journée, à 1 ou à 2, et donc ce sera multiplié par autant, etc. Donc c'est l'événement qui fera la mission, et non pas l'inverse. Ça sera, je pense, plus judicieux d'aller faire une mission, par exemple, surveillance montagne quand il fait beau, plutôt que de la prévoir un jour où il fera mauvais, quoi. Donc voilà. Mais dans la convention... Et le but, excusez-moi, le but c'est que ce premier jet va nous servir à faire une bonne évaluation, mais juste, et en fonction, on pourra peaufiner, etc. Là, je ne peux pas encore vous en parler, mais je sais qu'il y a d'autres communes qui sont intéressées pour travailler avec nous dans ce niveau montagne aussi. Donc on verra, on est un peu précurseur et on verra ce que ça donne. La convention aussi, elle indique que surtout l'été, les éléments seront surtout pour Biriatou. Alors du coup, si on les a l'hiver... Non, ça ne sera pas surtout pour Biriatou, non. Je crois que c'est écrit comme ça. Non, si je dis pas de bêtises. Hein. Je ne sais plus quelle page. Mais... Oui, ce qui est logique, mais ma logique est ici. Voilà, mais je veux dire, c'est en fonction des événements ici et puis de la fréquentation ici qu'on pourra répondre à leurs demandes si on peut. Et si on ne peut pas, ça voudra dire qu'il y avait effectivement un besoin et qu'on avait raison. Bien, on va passer au vote, si vous voulez bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, je vous remercie. Ouverture des postes d'emploi saisonniers en 2021. Comme chaque année, il convient de recruter des emplois saisonniers afin de renforcer les services municipaux. Cette année, les besoins sont estimés de la manière suivante. Donc, pour les services techniques, 2 postes en juillet et 2 en août. Pour la caisse de la piscine et l'entretien des vestiaires, 1 poste et demi en juillet, 1 poste et demi en août. MNS, 1 poste le juillet, et 1 poste en août. Le centre de loisirs, 7 en juillet et 6 en août. Pour la cantine et l'entretien des locaux du centre de loisirs, un demi-poste en juillet, un demi-poste en août. Et pour la SVP police municipale, 1 poste en juillet et 1 poste en août. Alors ces postes sont réservés prioritairement aux étudiants de la commune ayant accompli l'âge de 18 ans. Il convient d'ouvrir les postes correspondants, sachant que les saisonniers seront rémunérés à l'indice brut 354, majoré 330 sur la base du SMIC pour les saisonniers du centre de loisirs, et la rémunération du MNS sera calculée sur le grade d'éducateur d'éducation des APS au 7e échelon à l'indice brut 452, majoré 396. Il y a des questions éventuellement? Oui, nous on avait juste une observation sur les critères, parce que c'est pas explicite, mais nous on souhaiterait que ce soit réservé prioritairement aux étudiants en résidence principale sur la commune et avant les résidences secondaires. Merci. Bien.
On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Signature de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Johanna, je te laisse la parole. Oui, donc comme ça avait été évoqué au conseil précédent, la commission EBA donc, de la commune a étudié plus en détail la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale en sollicitant Andaï et Urugne, alors Andaï qui est déjà signataire et Urugne qui va l'être, ainsi que des associations. Donc ils nous ont expliqué, donc on a travaillé dessus, ce qui nous a permis de vous présenter aujourd'hui cette délibération. Donc je reprends les termes. Donc Monsieur le maire indique que l'égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu majeur auquel la commune d'Asquin entend répondre par une action qui s'inscrit dans la durée. L'action de la commune va s'appuyer sur le cadre défini par la Charte européenne pour l'égalité, tel qu'approuvé par le Conseil des communes et régions d'Europe en 2006. L'agglomération Pays Basque a adopté à l'unanimité la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Cette charte, déclinée au plan local, a pour principe l'affirmation de l'égalité des femmes et des hommes comme droit fondamental, la prise en compte et la lutte contre toutes les formes de discrimination, une représentation juste et équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la prise de décision, l'élimination des stéréotypes de genre, l'intégration de la dimension de l'égalité dans l'ensemble des activités développées par la commune en tant qu'employeur, donneur d'ordre, prestataire de services, aménageur, ainsi que dans l'élaboration des budgets. La commune d'Asquin s'engage à élaborer à terme un plan d'action afin de mettre en œuvre ces engagements qui sont la représentation et la participation équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la prise de décision, politique, administrative, syndicale, la prise en compte et la lutte contre les autres facteurs de discrimination, origine, langue, orientation sexuelle, convictions politiques, religieuses, handicap, etc. Mais aussi l'élimination des stéréotypes sexués. Les stéréotypes de genre constituent un sérieux obstacle à la réalisation d'une véritable égalité entre les femmes et les hommes et favorisent la discrimination fondée sur le genre. Ce sont des idées préconçues qui assignent arbitrairement aux femmes et aux hommes des rôles déterminés et bornés par leur sexe. L'intégration de la dimension de l'égalité dans l'ensemble des activités politiques et y compris budget développées par la commune en tant qu'employeur, prestataire de services, aménageur, etc. Donc, le plan d'action adopté par la communauté d'agglomération Pays Basque se décline en 4 axes. Donc, le premier axe, c'est le fonctionnement interne et politique, donc la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la gestion des ressources humaines et l'organisation du travail, ainsi que le respect de la parité au sein de la commune. Deuxième point, politique publique, l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur des différentes politiques publiques communales, de leur élaboration à leur mise en œuvre et évaluation. Troisième point, la communication, avec la lutte contre les stéréotypes, le développement d'une culture de l'égalité au sein de notre commune. Et 4, suivi du plan d'action et de son actualisation dans le cadre partenarial associant les élus à la société civile. Pour amorcer un travail de réflexion et d'action pour l'égalité femmes-hommes sur la commune, une commission extra-municipale avait été créée en juillet 2020. C'est donc cette dernière qui pilotera la proposition et la mise en œuvre du dit plan d'action. Après en avoir délibéré, le conseil municipal va voter pour autoriser Monsieur le maire à signer la Charte européenne pour l'égalité. Il y a des questions. On vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. À l'unanimité. Merci, Johanna. Délibération suivante, il s'agit de la mise en place d'une signalétique pastorale. Bien, mise en place d'une signalétique pastorale, Artzainen signalética baten ezartzea.
Les massifs de la montagne basque sont avant tout un espace à vocation agro-pastorale, soit un espace destiné à l'élevage, pratiqué sur des pâturages et des parcours. L'activité pastorale est garante de la qualité du paysage, de l'entretien des territoires de montagne, de moyenne montagne et génératrice d'une économie locale. Les massifs de la montagne basque sont des espaces à forte valeur patrimoniale, notamment environnementale, paysagère et touristique, qui est le support de développement de nombre d'activités, y compris de loisirs. Au regard du nombre croissant de pratiquants sportifs, de loisirs, de découvertes sur les massifs, quelques communes du pôle territorial Sud-Pays Basque, Asquin, Viriatou, Saint-Pé-sur-Nivelle, Rugnessart et la commune d'Asparin, ont décidé, avec l'appui de la cellule pastorale de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, de réaliser et de mettre en place des panneaux de signalétique pastorale de 3 types. Alors, 3 types, en fait, je suis en train de vous lire une demande de financement. Les 3 types de panneaux qui sont évoqués, ce sont des panneaux donc en fonction de la configuration de chaque ville ou village, des panneaux d'entrée d'estive, des panneaux d'air et de stationnement et ou des totems de sentier. Je reviendrai juste après. Le programme de développement développement rural Aquitaine V60 adopté par la Commission européenne le 21 juin 2017 a proposé un dispositif intitulé Mise en valeur des espaces pastoraux dans l'objectif de soutenir le maintien et le développement du pastoralisme collectif et dont un volet s'intitule Amélioration pastorale, conduite de troupeaux. Les communes précitées envisagent de déposer dans le cadre de ce dispositif une demande de subvention 2021. Alors, je ne vous lis pas la totalité. Donc c'est un programme qui s'inscrit, le financement serait un financement à 80% pris en charge par le fonds FEADER de l'Europe et puis le conseil régional. Alors la Chambre d'agriculture Pays Basque en fait a démarché il y a plusieurs mois et la démarche en fait avait été initiée déjà il y a de nombreuses années par rapport à cette problématique des palotages. Et donc au regard du confinement, le problème du multi-usage en fait s'est accru sur les massifs de montagne et donc on a eu donc cette proposition de mettre des panneaux pour mettre notamment dans les zones pastorales des panneaux qui précisent un certain nombre de règles qui sont déjà marquées sur d'autres panneaux qui existent, à savoir tenir les chiens en laisse, ramasser les déchets, etc. Alors, on a été réunis pour qu'on nous explique le financement. Les prototypes ne sont pas finalisés puisqu'on a demandé une signalétique bilingue. Et puis, on a demandé aussi que la charte graphique qui sera proposée soit une charte graphique uniforme sur toutes les communes de tous les Pyrénées, puisqu'il y a des communes bernaises qui participent aussi au projet. Et l'idée d'avoir aussi un continuum des informations et la même représentation nous semblait logique, notamment par l'utilisation de logos qui sont faciles à comprendre, je pense, par tout le monde. Et puis il y avait un autre aspect, et ça c'est pas dans la délibération, il y a aussi des mairies qui se sont fait attaquer parce que lorsqu'il y a eu des ruades ou des accidents en montagne, il y a des randonneurs qui se sont retournés vers les mairies et qui les ont attaqués donc en justice pour leur faire remarquer, parfois en eu gain de cause, en disant que les zones pastorales n'étaient pas signalées. Voilà. Donc c'est surtout pour essayer de gérer bien sûr le multi-usage qui bien sûr avec les périodes de confinement ont connu quelques changements depuis 2 ans, dans toutes les Pyrénées d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est signalé partout. Voilà, donc l'idée, puisqu'il y a déjà des panneaux à l'entrée des parkings, etc., l'idée c'était un petit peu mettre des panneaux, ils appellent ça totem, 30-60, dans les zones pastorales pour faire un rappel lorsque les randonneurs passeront, de ne pas s'approcher des troupeaux, de ramasser les déchets bien sûr, et de contourner les zones d'estive, etc. Ce serait un rappel. Alors, on se pose la question, on a donc donné notre accord puisqu'on a 80% de financement. La charte graphique me semble intéressante et on part du principe qu'il faut toujours plus informer. En même temps, ce serait une expérimentation intéressante de voir si c'est efficace ou pas. Voilà pour la philosophie un peu de la chose.
à savoir que les projets vont du Haut-Béarn jusqu'ici, et que voilà, il y a une 60aine de communes qui ont pensé qu'il était judicieux d'installer ce type de panneaux. Alors, tu as en partie répondu à une des questions qu'on avait dessus, donc le bilinguisme. Donc voilà, donc ce sera en bilingue. Et on voulait savoir, au niveau de la concertation avec les éleveurs, il nous semble judicieux de les faire participer sur, par exemple, le positionnement des totems et tout ça. C'est fait. C'est fait, on en a parlé parce que finalement, il nous semble pertinent de voir avec les éleveurs directement ce qui s'est passé. Après, ce qu'on fera aussi dans la concertation, c'est que comme sur le massif entre Urune, Sarre, notamment ils ont prévu des panneaux, il y aura aussi cette concertation avec les villages voisins qui sera pertinente, notamment au niveau des zones limitrophes qui sont fréquentées, notamment les Trois Fontaines, mais aussi la montée du Rhône. Il y aura une double concertation. Et moi j'avais une autre question, ça concernait, donc tu as parlé effectivement d'uniformiser les panneaux, donc je trouve ça très bien. Et donc par rapport à cette réflexion d'uniformisation et de mutualisation, disons, des démarches, juste de savoir si avec Natura 2000 et aussi peut-être avec l'AGLO pour leur plan de randonnée, donc je pense qu'ils vont vouloir peut-être baliser des chemins, donc s'il y avait une démarche commune pour mutualiser sur des panneaux quoi, les différentes informations. Ça, c'est en réflexion en ce moment à l'aglo et c'est vrai que c'est important. Autre chose par rapport au panneau, tant que j'y suis, c'est hors contexte, mais il y a une association qui fait de la prévention contre la maladie de Lyme, ou de Lyme, je ne sais jamais comment on prononce, mais peut-être que vous avez compris, qui nous a envoyé des panneaux qu'ils ont fait fabriquer avec l'aide de l'ARS. Donc ce sont des tout petits panneaux qu'on pourrait mettre, ça fait un panneau de plus, mais je pense que c'est important, de mettre au début des randonnées. Donc ils nous en ont livré 4 par rapport à nos sentiers randonnées traditionnels. Ils ont laissé des flyers à l'Office de tourisme. On a mis un article sur le site internet de la commune. Et donc on va... Alors à l'époque, quand ils avaient déposé ça, je leur avais dit que ce serait intéressant d'attendre peut-être les autres panneaux, qu'on fasse une signalétique intelligente et voir justement si c'est efficace ou pas. Moi je me suis engagé à titre personnel, je trouvais que c'était bien. Ce sont des petits panneaux de mémoire qui font 25 sur 15, quelque chose comme ça. Pascal barkatu, aipatu duzu Natura 2000, zer duzu beraz, konzertazio izanen da Natura 2000 barne, gai hori aipatuko da, Natura 2000 hori da? En fait, je ne sais pas si tout le monde a compris la question. Ouais. Non, c'est parce qu'il y a une deuxième question derrière. Non, parce que si j'ai bien compris, est-ce que Natura 2000, la concertation va se faire au sein de Natura 2000 a priori, non? C'est ça qu'on... Non, en fait, ces panneaux, ça représente un peu une charte graphique qui est déjà utilisée en fait, dans les Pyrénées. Donc ça, au niveau des logos, etc., c'est pas vraiment un accord Natura 2000. La question Natura 2000, ça va être... de voir la problématique des chemins randonnés. Et ça, c'est une autre problématique qui dépasse les panneaux. Et il faudra, enfin, du moins, c'est le but des élus qui se sont vus d'ailleurs récemment à Abadia, notamment par rapport aux incivilités, l'environnement, etc. en montagne. On est parti à Abadia pour voir justement le fonctionnement des gardes assermentés à Abadia, comment ça fonctionnait, parce que depuis le confinement, ils sont confrontés à d'énormes problèmes du même type, sauf que c'est en bord de mer. Mais Natura 2000, Natura 2000 et la commission à l'aglo des médias, de toute façon, travaillent sur ces questions d'environnement, de multi-usage, etc. Et les chemins randonnés, parce que la question, elle est accrue depuis le confinement. Donc ça, c'est un instance à l'aglo. Et pour le moment, je ne peux pas en dire plus parce que c'est une discussion, mais tout le monde a un peu fait le constat commun, quoi. Jakin dezagun ala ere dela mendia dela, gune natural bat, eta bakotxa bere afitxa, gogoeta hori eramana da bakite, kasu, ez da zure eta beti hori dezagun dela gure natural hori, eta gure natural hori bere hitzak egiten duen dezan naturala. Untxalaz bakitaike deus gabe, bakit gero, giberan badire bertze arazo batzuk, eta hori behar dike. Bon, non, juste la réflexion, c'est pour ça que c'est important que, parce que là les éleveurs, ils ont un son de cloche, mais c'est bien d'avoir d'autres sons de cloche. Les écolos, ils ont un autre son de cloche, en sachant très bien qu'on est en zone naturelle, et comme son nom l'indique, il ne faudrait pas
Nous, on fait partie du milieu naturel forcément, mais il y en a d'autres. Donc, les panneaux n'ont pas lieu d'être, normalement. Sauf que, vu les incivilités, vu tout ça, on est là pour discuter. On doit tous cohabiter, on est bien d'accord. Mais tenons tout le temps en tête les espaces naturels. Après, on verra bien. Enfin, moi, je partage ton avis. Moi aussi, j'aime bien la montagne sans panneaux, etc. Et puis aussi sans personne qui marche et être le seul. On est d'accord sur ça. Voilà. Simplement le confinement, et sans sombrer dans la caricature, le fait que les gens n'ont pas pu voyager et aller vers d'autres destinations, hein, parce que clairement, le touriste qui est dans le sud de l'Espagne, etc., c'est quand il arrive ici, moi je l'ai vu marcher dans toutes les Pyrénées, voilà, c'est un comportement. Donc le problème des panneaux, il est toujours là. Est-ce qu'il faut mettre des panneaux ou pas? C'est un débat sans fin. Moi je pense qu'il vaut mieux mettre des panneaux à minima bien placés, pédagogiques, à nos escala, donc ça je pense qu'on est bien là-dessus. En plus vert, donc Jérémy, je pense qu'on est d'accord sur la couleur aussi. Et je pense qu'il vaut mieux mettre à minima quelques informations à des points stratégiques plutôt que pas en mettre. Parce qu'au bout d'un moment, et c'est pareil pour les chemins de rando, il faudra, alors moi je ne suis pas pro-technologie, mais c'est vrai que si on a des chemins de rando avec pourquoi pas à terme des QR codes à flasher pour ceux qui veulent, et en savoir plus s'ils veulent pourquoi là il y a un four à chaud, pourquoi là qu'est-ce qu'on y faisait, là on extrait la carrière, etc. Moi ça ne me semble pas inintelligent parce que le savoir, ça doit se transmettre. Mais il ne faut pas non plus que ça pollue visuellement. Alors c'est pareil, ce que je disais pour l'association en live, ça fait un panneau de plus, mais en même temps ça me semble évident de le mettre au début de randonnée aussi. Je suis toujours très partagé, parce qu'au bout d'un moment, mais ça me semble intelligent de le faire ou de prévenir autant qu'on peut le faire, puisqu'on a parlé de prévention. Voilà. Et les éleveurs aussi, parce que on parle beaucoup de l'ours des Pyrénées et des loups, mais les brebis qui avortent et qui sont attaquées, etc., ce sont des chiens errants, des gens qui ne les tiennent pas en laisse, alors qu'il y a déjà des panneaux qui le signalent. Donc c'est problématique. Et je ne suis pas sûr non plus que ces 8 petits panneaux solutionnent tout. Simplement, on aura fait de l'information, et après peut-être que si y a une normalisation, etc., les gens ne pourront pas dire que c'est quand même important de respecter la montagne, et ça ne me semble pas la dénaturer vu la couleur des panneaux qui est projetée, et puis d'en mettre à minima des panneaux 30-60. Ouais. Mais ce n'est pas une solution parfaite, on est d'accord. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette mise en place ou ce financement? Voilà, ça c'est la question. Alors il faut normalement, l'intégralité de la proposition, c'est que c'est la commune de Sarre, en fait il y a des chefs de file de projet, parce que le but c'était de faire des groupements de commandes le plus important pour des questions de coût tout simplement. Donc il y a à peu près 60 communes qui participent. Donc ici dans le secteur c'est Sarre qui est chef de file de projet, qui chapeaute un petit peu l'ancien Aglo Sud Pays Basque plus Asparin. D'approuver la convention de partenariat et le dispositif FEADER, d'approuver le plan de financement relatif à l'achat de panneaux signalétiques pastorales, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents afférents à cette opération, d'approuver l'adhésion au groupement de commandes dont le coordonnateur sera le syndicat mixte de Haut-Béarn, et d'autoriser enfin M. le maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes. Voilà la délibération intégrale. Donc, est-ce que des gens sont contre? Est-ce que certains s'abstiennent? Merci, Mileshker. Merci Pascal. Ensuite, il s'agit des délégations, donc l'attribution du marché à bord de commande voirie communale 2021-2023, réfection de voies, curage de fossés, emploi partiel qui a été dévolu à Sauvamat. Ça a été vu en commission des travaux. Ensuite, il y a un certain nombre de biens immobiliers qui ont été vendus, des terrains à bâtir, des terrains nus, des maisons, des appartements. Donc, vous avez toute la liste. Si vous avez des questions, vous pourrez me poser. Et puis, la délégation numéro 16, donc, il s'agit de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 25 mars 2021 qui confirme le jugement du 29 mai 2020 fixant l'indemnité d'expropriation du terrain d'Arzibilia à 1 161 820 € plus l'indemnité de réemploi de 117 182 € et enjoint la commune à verser 2 500 € à chacune des deux parties adverses au titre de frais irrépétibles.
J'avais une question sur cette dernière information, parce que dans la presse, vous avez laissé planer le doute sur un éventuel pourvoi en cassation, donc je voulais savoir ce qu'il en était. Ce n'est pas décidé encore. Nous voyons avec l'avocat de la commune qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Et le cas échéant, si vous faites appel, quelle est l'incidence sur le calendrier de l'école? Il n'y a aucune incidence sur le calendrier de l'école. Le fait de se pourvoir en cassation ne change rien. Voilà, le terrain appartient à la commune, donc on peut commencer à travailler dessus. Simplement, la cassation peut donner la possibilité de casser l'appel, donc à ce moment-là, mais ça n'intervient absolument pas sur le calendrier. Quel est le calendrier alors de l'appel? Dans quel délai on aurait le jugement en cassation? Dans quel délai? C'est 1 an à peu près. Vous êtes sûr? C'est pas 2 ans et demi, 3 ans? Non. C'est 1 an et voilà. Mais on n'a pas décidé encore. Voilà. On va essayer de choisir la meilleure solution pour la commune. Ascaïbaï avait des observations ou des questions à faire, à exprimer. Oui, alors en fait sur la première question, c'était en fait qu'on n'avait pas toujours un niveau d'information suffisant pour voter de manière éclairée sur certains dossiers. Donc par exemple, quand il y a des créations de fiches de poste, on aimerait bien voir les fiches de poste. Donc c'est un exemple du jour. Sur les protocoles de recrutement, etc. Donc en fait, pour qu'on puisse bien avoir l'information en tant que conseiller municipal, qui est un droit en fait du code des collectivités territoriales, on souhaiterait avoir plus d'informations en amont, soit dans le cadre des commissions, soit qu'il y ait plus de documents annexés dans le dossier préalable aux conseils municipaux. En tous les cas, sachez qu'il n'y a aucune rétention d'informations de notre part. C'est-à-dire que les fiches de poste, je crois que vous avez pu en observer certaines, je pense, non, il me semble, ce que Bruno a dit. D'autre part, pour les embauches ou le choix des personnes embauchées, je veux dire, vous êtes tout à fait invité à venir si. Voilà, il n'y a pas de rétention de notre part. Voilà, les commissions, écoutez, les commissions, il y en a, semble-t-il, suffisamment. Et voilà, après, il n'y a pas de rétention. Si vous venez à la mairie, que vous demandez des choses, on va vous les fournir, il n'y a pas de souci. Des pièces complémentaires, que sais-je. Et la deuxième observation, c'était quoi? La deuxième observation, c'est par rapport à Kiroleta, les blocs, là, on a été sollicité par les associations, que ce soit l'athlétisme ou le rugby, qui nous a demandé pourquoi, parce qu'ils voyaient un souci. Alors, nous, en tant qu'usagers, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça pose un problème de sécurité, parce qu'on n'a plus que le petit parking pour se garer, et donc les jours d'affluence, comme le mercredi après-midi ou le samedi matin, c'est pour les enfants, entre les voitures, alors quand on a un grand parking à côté, c'est plus aisé. Chose que nous, on n'avait pas vue, mais c'est que c'est vrai, les associations nous ont dit les enfants montent sur les blocs de béton et ils sont prêts à basculer avec les poubelles qui ne sont pas stables. Donc là, il y a aussi un problème de sécurité. Et là, ça nous a fait tilt. Les pompiers ne peuvent pas accéder à Kiroleta, du coup, parce qu'avant, il y avait le tracteur, donc on pouvait éventuellement le bouger. Ça est déjà arrivé. Et là, par contre, si les pompiers doivent intervenir sur place, on trouve compliqué. Et puis, c'est encore dommage d'avoir ce grand parking vide. Et oui, voilà. On se retrouve pas. Je vais répondre. Comme vous le savez, la sécurité est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui me suit depuis 40 ans bientôt. Et là, j'ai été amené à prendre une décision d'intérêt général. Et dans ce cas de figure, comme je le fais à l'habitude, je fais toujours en amont une information, et j'en ai parlé à qui de droit. À qui de droit, c'est qui? D'abord, c'est le maire, c'est la moindre des choses. Les responsables d'associations sportives, je suis surpris parce que je les ai eus aussi au téléphone et je leur ai expliqué ce qui se passait et ils ont bien compris.
Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Pourquoi on a fait ça? D'habitude, on mettait le tracteur. Pourquoi on mettait le tracteur? Parce qu'on ne voulait pas que les gens du voyage rentrent par ce cheminement et aillent bousiller tous les chemins et tous les terrains de Kiroleta. Là, c'est exactement la même chose. Donc, comment ça s'est passé? Les gendarmes m'ont prévenu d'une recrudescence de cambriolage dont les auteurs, issus pour la plupart des gens du voyage, font des repérages pour trouver des terrains assez grands pour accueillir des dizaines de caravanes, comme celle qu'on peut voir actuellement le long de la Nivelle sur Cibourg. Ici, à Asquin, on n'a pas de terrain. Encore tout à l'heure, oui, j'ai encore le papier, un pasteur qui appartient aussi aux gens du voyage, bien sûr, m'a sollicité, nous a sollicité pour entrer à nouveau au stade de Kiroleta pour pouvoir installer ces caravanes. J'ai discuté avec lui, on a convenu que ce n'était pas possible et qu'on ne pouvait pas pour des raisons essentielles, à savoir que pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est de voir gambader tous ces jeunes Asquendards sur les pelouses de leur terrain de sport plutôt que de transformer ce stade en parc des expositions pour caravanes. Tout simplement pour ça. Ensuite, au niveau sécurité, je vais être encore au plus clair. Les pompiers avec qui j'ai discuté, et qui, un peu comme moi aussi, ont un peu l'habitude de ce genre de choses, quand vous faites un malaise, quel que soit l'endroit, jusqu'à preuve du contraire, si vous faites un malaise dans la maison, la voiture de secours ne va pas rentrer dans la cuisine. Les pompiers arrivent sur le lieu de la personne, au proche de la personne. Concernant Kiroleta, l'espace qui est laissé de sorte qu'un brancard sur roue puisse passer. Deuxièmement, au niveau sécurité d'un stade, les deux facteurs les plus importants, c'est le défibrillateur et surtout la dépose d'hélicoptère si c'est grave. Mais en aucune façon, la sécurité est obérée sur le stade de Kiroleta. Et pour finir, cette mesure est tout à fait temporaire, vous l'avez compris, puisque eu égard à la suspension de toutes les compétitions sportives, et après avoir parlé avec les délégués au sport ici présents et tous les responsables d'associations sportives, comme ces compétitions sont suspendues, pendant cette période de crise, il n'y a pas de raison pour l'instant de bouger le système qui marche très bien. Alors Kiroleta, il me semble que c'est un ERP, établissement recevant le public, et donc les règles de sécurité sont complètement différentes de la maison de tout à chacun, donc la comparaison ne vaut pas. La comparaison me va totalement à moi, et c'est quand même le principal, puisque le responsable c'est un peu moi aussi, et que certes l'accès au parking n'est pas bon pour les bagnoles, je le conçois, mais la viabilité est totale, et je continue à dire que cette mesure reste temporaire. Et dès que la situation sanitaire va redevenir normale, tout redeviendra à la normale. Voilà. Après, bon, il y a un détail qui est important. C'est marrant l'approche qu'a Asquin par rapport aux gens du voyage et la municipalité de Cibourg, qui est voisine, qui a toute une autre politique avec eux. Il s'avère que ça fait 2 ans, les gens du voyage partent au parc Jean Poulou, je pense. Et ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, ils laissent à chaque fois au CCS 2000 € pour remercier la municipalité de l'effort qu'ils font, parce qu'ils ont des droits aussi. Et donc, au lieu de leur mettre des blocs, on ferait mieux de créer des zones pour eux qui sont convenables. Et pour nous, c'est un peu le mur de la honte. Et on veut bien le préciser. Et si vous assumez cette politique-là, nous, on n'est vraiment pas, on vous suivra pas. Je le soupçonnais, je le savais. Et je vais rajouter un dernier point. Je ne mettrai jamais des gens de voyage dans une zone qui est inondable. On peut tout à fait avoir des zones d'accueil des gens du voyage en zone inondable à partir du moment où on intègre cela dans le PCS. La réponse est négative. Nous, concernant, on ne veut pas mettre de gens, quelles que soient les personnes, dans des zones inondables. Je suis désolé. Vous pouvez être désolé, mais c'est ma profession, je sais de quoi je parle. Moi, je suis responsable, je suis délégué, je suis adjoint au maire en charge de la sécurité de la commune, et je vendrai et je discuterai de ce sujet à qui voudra l'entendre. C'est pas compliqué. Hein. Ça, c'est pas compliqué du tout. Bien, allez, on va aller à table. La séance est levée. Merci.